Et bonsoir, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Comme d'habitude, un menu alléchant vous attend sur Kavi TV, désormais disponible sur les bouquets Canal+, numéro 249 et sur StarTimes TNT, canal 113 sur satellite, canal 779, mais aussi sur la 89.5 Kavi FM et sur l'ensemble de notre réseau synchronisé Joub Kavi Média, Kavi TV, Gangan RTV et siaminfo.com et notre appli Kavi TV, Kavi FM à partir de Play Store. Le sommaire, au Tour d'Europe. Nous allons commencer ce Tour d'Europe par l'Espagne, vainqueur du Real Madrid lors du Classico 4-0. Le Barça conforte sa place en tête de la Liga. Les hommes de Carlo Ancelotti comptent désormais 6 points de retard sur le club catalan. La Liga est-elle déjà jouée? C'est ce que nous allons tenter de savoir dans cette émission. Et notre Classico se jouait en France. L'OM a subi la loi du PSG au Vélodrome ce dimanche soir en clôture de la 9e journée de Ligue 1, 3-0. Non sans une expulsion prématurée qui a certainement tué le match. Nous allons revenir sur l'arbitrage de ce match. Et puis en Angleterre, le choc entre Arsenal et Liverpool s'est conclu sur le score de 2-2. Deux buts partout du moins dans le cadre de la 9e journée de Premier League. Un résultat qui permet aux Reds, deuxième, de revenir à un point du leader Manchester City, aux Gunners de remonter sur le podium. Nous allons finir par le Ballon d'Or alors que la cérémonie du Ballon d'Or se déroule ce lundi soir sur la scène du théâtre du Châtelet. Une information circule déjà sur les réseaux sociaux. Pour l'heure, personne ne sait qui sera le prochain Ballon d'Or France Football. Nous allons revenir sur ce sujet tout au long de cette émission. Pour finir, gagner des millions avec notre sponsor YellowBet en tapant le lien du www.yellowbet.com.gn. Après, cliquez sur s'inscrire, puis introduisez votre numéro de téléphone. Ensuite, créez votre mot de passe, puis cliquez sur code promotionnel. Introduisez le code promo du jour qui est Kavi TV, puis cochez les conditions générales. Cliquez ensuite sur inscrivez-vous maintenant et introduisez le code de confirmation que vous recevrez en message dans la partie code. Puis cliquez sur terminer pour valider votre inscription et vous recevrez directement vos bonus de 50 000 francs guinéens dans votre compte. Tour d'Europe, c'est parti juste après ce générique. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Soirée football, Liga, bien sûr, on va en parler dans cette émission. On ira aussi en Angleterre. On va parler du Ballon d'Or. Vinicius Junior, Rodri, à qui le Ballon d'Or? On va en parler dans cette émission Tour d'Europe. Mais avant de commencer, on va faire le tour de la table. Comme d'habitude, Mamadou Diambalde, et bonsoir et de vous retrouver dans cette émission. Bonsoir Hassan et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Très heureux de se retrouver ici en ce début de semaine ensoleillé, mais très beau. Et surtout, l'information, on est sur Canal+. Oui, c'est désormais officiel, disons, la nouvelle Tanguay depuis la semaine dernière. Il y avait le logo qui était affiché, mais depuis ce matin, c'est officiel, les images sortent, nous sommes sur Canal 249. En face de vous, Namadou Mazor Diallo, toujours très bien habillé, costaud, avec son nouveau look. Heureux de vous retrouver vous aussi dans cette émission. Ouais, je suis franchement très enchanté quand on parle de football. Voilà, c'est une question de passion et tout ça. En même temps, on va régaler les fidèles auditeurs et téléspectateurs. Il y a beaucoup de choses à se dire, vous savez. Voilà, c'est après le week-end foot, c'est aussi très riche. Il y a tout de même une semaine chargée en football. Juste à côté, on a Passy Bangoua. Vous aussi, heureux de vous retrouver dans cette émission. Oui, merci. Bonsoir Mazor, bonsoir Hassan, bonsoir Jean, bonsoir tout le monde. En tout cas, le sourire est sur les lèvres parce que voilà, c'est officiel cette information. Parce que peut-être le matin encore, j'ai pris la commande pour regarder est-ce que les signaux sont devenus, mais non, hélas. Patatras et à mon fort étonnement. Merci. Le monde entier vous regarde. Ah, oui. Comme vous le voulez. Vous allez parler du Barça, vous allez parler bien sûr de la Première Ligue. On va parler aussi du Ballon d'Or. Mais on va commencer par le Classico, le match le plus suivi dans le monde. Plus de 7 millions de personnes le regardent à chaque rencontre. Alors ce samedi, le FC Barcelone a littéralement humilié le Real Madrid 4-0.
confortant sa place de leader en Liga. Jean, vous avez suivi ce match avec beaucoup d'intérêt. Alors, dites-nous, comment vous avez trouvé ce Real et ce Barça? La Liga était déjà jouée? Oui, vous savez, le Classico, c'est un match dont on ne peut pas dessiner l'issue tant que le match ne s'est pas joué. Peu importe l'équipe qui est en forme, tout peut changer, tout peut basculer. C'est une rencontre qui se joue à la psychologie, au mental. Et ce jour-là, en tout cas pour ce qui est de ce Classico, ça a tourné à l'avantage du Barça. Mais l'autre fait majeur, c'est que depuis en tout cas les 4-5 dernières années, c'était le Classico le plus attendu. On avait là un Barça qui est plus ou moins top, et le Real, top, champion d'Europe, champion d'Espagne et tout. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ces deux équipes au top niveau. Donc, c'était l'un des classicos les plus attendus de ces 5 dernières années. Et ça nous a donné le score que ça nous a donné. La première période était nulle et vierge. Personne n'a pu décanter les choses. Mais en seconde période, les coachs ont fait leur travail et ça a penché du côté de Flick. Justement, commençons ce match avec cette première période, Amadou, où le Real Madrid a dominé, s'est procuré des occasions, mais n'a pas pu marquer. Si le Real Madrid réussissait à marquer, est-ce que ça pouvait changer un peu le visage de ce match? Ouais, ça allait être un peu compliqué pour le Real. Vous avez vu déjà le résultat. Moi, je ne suis pas quand même sidéré. Parce qu'aujourd'hui, l'entraîneur qui est en place, il a complètement relooké le système de jeu de cette formation des Blaugrana. Avant, le Barça était très calme dans le jeu. Il y avait trop de sérénité. Il faut conserver le ballon. Il faut beaucoup calculer avant de faire les phases offensives. Aujourd'hui, tu as affaire avec un Barça qui joue un football direct au niveau des relances, des contre-attaques. Donc, c'est une équipe qui part très, très vite. Et chercher le ballon, chercher son adversaire haut et partir marquer des buts. Et puis, ils ont des atouts. L'atout aujourd'hui des Blaugrana, quand l'adversaire a le ballon, le Barça est beaucoup dangereux. Ils sont agressifs, ils ne te donnent pas le temps. Donc, il essaie de travailler en collectif. Si un adversaire a le ballon, on ne te laisse pas seul avec le joueur. Tu vas avoir 2 ou 3 joueurs venir sur le porteur de balle. Donc, en matière de récupération, ils sont présents. Ça fait partie des atouts aujourd'hui des équipes. Une équipe qui est prête au niveau de la récupération. Et devant, tu as des garçons qui sont capables de créer la différence. Tu as un Lewandowski qui est un fervent buteur. Et les côtés, tu as des garçons qui bougent très vite comme Lamine Yamal avec des qualités techniques. Il a la fougue avec sa jeunesse et tout ça. Moi, je pense que ce qui manquait à cette formation, ils ont déjà eu un entraîneur qui allait quand même gérer les vestiaires, ça c'est donc. Et deuxièmement, ils ont très bien démarré le championnat parce qu'une équipe qui accumule les victoires, psychologiquement, ça te remet en confiance, quelles qu'en soient les qualités, quelle qu'en soit la nature d'un club. Mais si tu démarres par des défaites, ça vous affaiblit moralement. Dans un cadre général, aujourd'hui, le Barça est dans un bon registre psychologiquement et ils sont bien partis. Et après même ce Classico, je pense qu'ils iront loin. Le Barça, ce qui leur manquait, c'est un leader. Lamine Yamal, après l'Hérault, il s'est senti confiant. Il est déjà tranquille. Déjà, ce qui lui manquait, ils ont un attaquant de pointe qui te crée la différence. Et Lamine Yamal, il est là, il travaille pour Lewandowski. Justement, cette première période, le Real pouvait gagner ce match. Ouais, il pouvait gagner ce match. Vous savez, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe du Real? Déjà, depuis le début, depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, il y a un problème au niveau de la phase offensive de cette formation des Merengues. Il y a trop de précipitation. Vinicius, il a envie de créer la différence. Rodrigo, la même chose. Tu prends Mbappé, la même chose. Donc, il y a tellement d'individualité sur le plan offensif du côté du Real de Madrid. Et ça a été un véritable bémol. Mais auparavant, tout le monde jouait pour Mbappé. Et pour Benzema. Benzema avait plus de liberté. Tout le monde était unanime. Quand tu as le ballon, tu mets pour Benzema. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait évident. C'est le cas contraire. Il n'y a pas un véritable leader. Vinicius a envie d'être responsable dans le club. Bellingham, il s'en fiche. Il vient avec, il est jeune. Il est capable de créer la différence. Il ne va pas se soumettre sous, Vinicius. Mbappé a envie de regagner confiance. Mbappé a envie de confirmer. Donc, il y avait tellement d'individualité dans le club. Et puis, offensivement, donc, il n'y avait pas de symbiose. Ça a été leur véritable bommel. Et vers la fin, ils ont été corrigés par le Barça. Alors, je vais me tourner vers vous avant d'aller vers Mamad Djambaldé. Alors, cette équipe du Real, on ressentait cette rapidité d'aller d'avant, d'aller marquer en ce but. Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe du Real en première période? Bon, moi, je dirais que c'est d'abord la tactique parce que le Real qu'on connaît, qui a l'habitude de jouer avec un système de bloc équipe très haut. Mais face à cette rencontre, face à cette équipe du FC Barcelone, je n'ai pas vu une équipe après les 15 premières minutes face à cette formation de Barça parce qu'ils ont complètement raté l'ADN. Complètement raté ce leadership ou en tout cas cette suprématie qu'ils ont l'habitude de dicter sur cette formation. Ça fait une belle lurette, ils l'ont. Mais la tactique a manqué et vous avez vu, il y a certains athlètes qui n'ont pas répondu d'abord au milieu de terrain
Et c'est à partir de là que ça a d'abord commencé à perdre. Et puis la défense, comme vous pouvez le comprendre. Et la tactique a manqué, en tout cas à l'entraîneur Ancelotti. Et on a vu certains joueurs qui ont passé sur le dos de la cuillère. Je vais parler de Bellingham, je vais parler de Tchouaméni, un tout petit peu qui frottait, qui s'agitait. Je vais parler de Vinicius à un moment qui voulait prendre la responsabilité de toute une ligne d'attaque, comme pour dire qu'il pouvait aller seul pour faire mal à cette ligne défensive du FC Barcelone. La tactique a manqué. Vous pouvez dire que Mbappé voulait être trop gourmand sur des situations offensives. Mbappé voulait être aussi très précipité et dans la rapidité. Il a fait combien de fois hors-jeu. Je crois que la tactique a manqué. Et du point de vue collectif, je suis d'accord, c'était une équipe qui répondait, qui arrivait à contrecarrer quelques velléités offensives du FC Barcelone. Mais je peux dire que globalement, ils ont manqué la tactique. La précipitation, ça se ressentait dans ce match. On a vu plusieurs hors-jeu de Mbappé, même s'il a mis des buts. Mais cette précipitation aussi existait avec Vinicius Junior qui ne donnait pas la passe. Qu'est-ce qui vous aussi manque dans cette équipe pour vous? Qu'est-ce qui manque à cette équipe? Il y a aussi le classement de Carlo. On ne l'a pas trop compris où il a mis Bellingham sur les côtés, qui avait l'habitude de jouer dans ce milieu de terrain. Je crois que beaucoup de choses ont manqué. Avant la rencontre, le Real savait sur quoi s'appuyer parce que le Barça allait avoir une défense quasiment au niveau du milieu de terrain. Donc, tout en sachant que le Real avait des attaquants qui avaient une pointe de vitesse inarrêtable carrément quand ils sont lancés. Donc, il fallait que pour le Barça être parfait dans son alignement. Et pour le Real, il fallait un timing, une synchronisation, voudrais-je dire, entre le passeur et les attaquants. C'est ce qui n'a pas marché. Les attaquants d'un côté étaient précipités et de l'autre, les milieux de terrain, il n'y avait pas suffisamment de qualité. Pour moi, en l'absence de Kroos, un Modric qui est rentré après, mais qui est vieillissant, il n'y a pas un milieu de terrain qui a cette passe qui peut faire la différence comme ces deux joueurs-là. Donc la différence, plus ou moins, pour moi, elle s'est faite à ce niveau. En témoignent les 12 hors-jeu des attaquants du Real et dans cette rencontre. Et l'autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est que dans le classement, Ancelotti a carrément misé sur exclusivement 2 attaquants avec 4 milieux de terrain qui ne faisait que pratiquement défendre. Ce Bellingham était le plus offensif, mais il était sur les côtés, il ne pouvait pas être performant. Et pour ce qui est du Barça, il y avait un seul 6 qui était fixe et les autres sont des créateurs. Et à la mi-temps, les changements ont fait la différence et ça a permis au Barça de prendre l'avance. Et l'autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est l'aspect physique. D'habitude, le Real avait une avance carrément sur tous les adversaires, mais dans cette rencontre, le Barça a pris le dessus du début à la fin. En témoigne, le Barça a plus de 10 km parcourus que le Real au cours de cette rencontre. Et l'autre aspect qu'il faut prendre en compte aussi, naturellement, c'est le fait que le Barça a un attaquant de pointe fixe, qui est connu et dont personne ne discute la place et qui a été réaliste. Et de l'autre côté, le Real a 2 joueurs qui ont plus ou moins les mêmes qualités. L'un est affirmé, il est connu dans le club, et l'autre vient d'arriver, il veut s'affirmer. Malheureusement, la Menez ne prend pas et personne ne veut s'adapter. Manque dans cette équipe c'est justement ça. L'attaquant de pointe manque, il y a quelqu'un qui doit jouer à ce poste, qui n'a pas les qualités, qui n'a pas les caractéristiques. Mbappé, on lui a fait jouer pointe. Lewandowski n'aurait pas eu autant d'hors-jeu. Et en témoigne entre le Barça et le Bayern de Munich. Kane, le premier but qu'il a marqué était hors-jeu, mais le second, il s'est bien replacé pour marquer parce que c'est un attaquant de pointe. Il sait attendre le bon moment avant de partir. Par contre, de l'autre côté, Mbappé n'a pas ces qualités-là. Il est plus performant quand il prend le ballon du côté gauche pour rentrer et puis avec sa vitesse, il fait la différence. Malheureusement, jusqu'à présent, depuis le début de la saison, Ancelotti n'a pas su se faire respecter dans son organisation, en tout cas pour ce qui est de l'attaque du Real. Nous sommes en deuxième période et là, le Barça nous sort une masterclass XXL, Amadou, en inscrivant 4 buts des jeunes comme Rafinha, Yamal et surtout le doublé de Lewandowski. C'était vraiment exceptionnel. On peut dire que le Barça est de retour avec ce classico gagné.
Ben oui, écoutez, moi je le réitère toujours, hein, parce que de fait que le Barça a très bien commencé la compétition, je me suis dit au niveau des vestiaires ça va. Alors vous-même vous avez vu, pendant la première explication, le Barça traversait un peu de moments difficiles. Maintenant, après la pause, le Barça qui a complètement changé de physionomie dans le jeu, c'est ce qui montre qu'il y a eu quelques touches déjà techniques de l'entraîneur qui a pu gérer au niveau des vestiaires. C'est de replacer les joueurs tactiquement, corriger les problèmes et voilà, le remettre en confiance. C'est ce qu'il a fait parce qu'on a vu le Barça en seconde explication qui s'est complètement réveillé, surtout au niveau des phases offensives, ça partait très vite. On a senti, voilà, quelques touches de l'entraîneur, et puis c'est un coaching gagnant. Et devant, Lewandowski qui pète la forme aujourd'hui, presque dans chaque match, il est capable de te planter 2 ou 3 buts. Et puis au niveau des couloirs, je le réitère, ça bouge très vite. Au niveau du milieu de terrain, tout le monde s'implique. C'est la force aujourd'hui des Blaugrana. Avant, quand le ballon venait au milieu de terrain, ce sont 2 ou 3 milieux qui étaient capables de gérer. Aujourd'hui, dès que le ballon part dans un sens, tout le monde se regroupe. Ils ont réduit les espaces, ils ont créé des surnombres. Et devant, tu as des attaquants qui te plantent des buts. Moi, je me dis aujourd'hui, ils ont une équipe très complète. C'est seulement là où ils ont quelques bémols, c'est au niveau du gardien de but qui me rassure pas trop. Pourtant, ce gardien de but, il a été énorme. Hein. Surtout face à Kylian Mbappé. C'est tout de même extra, c'est qu'il a réussi souvent 4 parades face à Kylian Mbappé, face à Vinicius Junior. Oui, c'est certes, ça arrive. Il y a des bons gardiens, il y a des gardiens qui arrivent à réussir des parades, mais en matière d'expérience, des fois, il y a quelques bémols. Mais moi, je me dis, il n'a pas beaucoup de choses à faire. Quand tu as une très bonne équipe devant toi, même si tu as quelques X, ça ne va pas, ça ne va pas sortir, ça ne va pas s'afficher. Je prends l'exemple lorsque Pinto et Valdés étaient gardiens des Blaugrana. Valdés, c'est pas un gardien qui est bon, mais tout le temps, il avait des trophées. C'est discutable. Il n'a pas les qualités, c'est pas pour les comparer, mais en équipe nationale, on voyait Casillas. Oui, qui est meilleur, c'est normal. Quand tu prends aujourd'hui Casillas, tu prends ce gardien. Moi, je pense que Casillas est mieux placé pour être sélectionné en équipe nationale. Ce n'est pas le même niveau. Mais en ce moment, il y avait des défenseurs, il y avait une équipe qui était en place, même s'ils faisaient des bourdes, mais offensivement, ça court vite. Tu as des très bons défenseurs, ça te couvre. Mais une équipe là où tu n'as pas de très bons défenseurs, ça affiche le niveau du gardien. Aujourd'hui, c'est un peu ça. Le gardien, il est chanceux. Il va avoir des trophées, j'en suis sûr. Pas forcément. Voilà. Alors, il n'est pas bon, le Barça aussi, c'est cette capacité de jouer très haut et surtout de mettre l'attaquant adverse hors jeu. Est-ce que c'est travaillé par Hansi Flick, tout ça? Ben oui, je crois que ça fait... Oui, ça a été d'abord le travail le plus arrachant de Hansi Flick depuis sa venue. C'est vrai, il a trouvé un groupe en place qui était bien concocté par Xavi, mais Xavi qui avait tout à fait du mal à faire tourner cet effectif. Et Hansi Flick a trouvé une très bonne génération, des jeunes de la Masia, et puis il a pu trouver un projet sportif sur lequel il a pu adopter. Et cette adaptation, la mayonnaise a bien pris. Et aujourd'hui, on est en train de titiller les gros. Le Barça a battu le Bayern, le Barça a battu le Real. Sur quoi on se pose la question? Certes, l'ADN est en train de revenir. Certes, le tiki-taka, en tout cas le système tactique et l'animation offensive prend bien. Et aujourd'hui, vous avez vu face à cette formation du Madrid, un Barça qui conserve bien le ballon, un Barça qui ne s'agite pas et puis il tourne autour. Parce que si vous avez ce jeune Casado qui a été énormissime, vous avez ce jeune Baldé qui a pris la responsabilité sur les côtés. Et vous avez de l'autre côté Lamine Yamal qui... Casano, il faut oser le mettre. Sur un classico, tu mets ce jeune Casano. En tout cas, il y a Olmo qui a brillé avec l'Espagne. Tu te dis, je mets ce jeune-là. On ne savait pas s'il allait réussir ou pas. Et ça, c'est la confiance d'un entraîneur. C'est ce que je suis en train de dire. Il a placé la confiance en ces jeunes garçons et puis finalement, ils ont tous explosé. Ils ont donné le sourire à tous les Blaugrana, à tous les supporters, en tout cas à tous qui croyaient à ce projet sportif. Et aujourd'hui, c'est en train de marcher. Ça marche parce que ça fait la victoire, mais aussi de la plus belle des manières. Parce que c'est étonnant quand on sait que le Real Madrid, qui a toute une suprématie, comme on dit souvent, c'est le meilleur club en Europe. Et puis, ces jeunes générations parviennent à contrecarrer et punir, asphyxier cette formation avec 4-0. Je dirais que le projet instauré par Hansi Flick marche bien. Alors, Jean, quand on regarde le Barça jouer, quand on regarde ce match, ce classico, ou le match contre le Bayern, on peut dire que Xavi n'a pas échoué à 100%. Il a quand même laissé des traces dans cette équipe parce qu'il y a ces jeunes qu'il a réussi à mouler et ce sont ces jeunes-là qui sont en train d'exploser dans cette équipe. Non, il n'a pas du tout, il n'a pas totalement échoué. Il faut dire que depuis après le départ de Messi au Barça et la crise économique qui s'en est suivie et l'arrivée de Laporta, c'est l'entraîneur qui a le
qui a ramené les premiers titres, je vais dire la Supercoupe d'Espagne, le championnat la saison d'avant. Maintenant, la saison dernière n'a pas du tout marché parce qu'il n'a pas su s'adapter à son effectif. Il a fait quelques recrutements qui apportait en principe des plus-values, mais il n'a pas su bien évidemment profiter de cela. Encore une fois, il a été plombé par les blessures. Mais bon, c'était un entraîneur qui manquait d'expérience, il faut le reconnaître, parce que Flick, avec un effectif qui carrément totalement décimé par les blessures, encore plus que la saison dernière, a enchaîné les victoires depuis le début de la saison. On parle aujourd'hui d'Olmo, de Jong, de Gavi, mais il n'était pas là depuis le début de la saison. Olmo en a fait 3 matchs, mais les autres viennent de revenir. Donc, mais Flick, lui, il ne se plaint pas du tout. Avec ce qu'il a, il les donne une confiance totale. Ouais. Il a une confiance totale aux jeunes, il ne se cache pas là-dessus. Et il a des idées claires par rapport à ce qu'il veut mettre en place. Et pour le moment, ça marche. Ça marche. Maintenant, c'est une continuité. Il a trouvé un projet. Il appuie sur une certaine continuité en apportant de la nouveauté. Et c'est comme ça qu'une institution fonctionne. Il y a un joueur sur un nuage, c'est le Brésilien Rafinha qui explose à chaque match, qui marque. Oui. C'est tout de même une surprise de le voir comme ça. Oui, pour moi, les gens sont surpris, mais moi, je ne suis pas totalement surpris. Pour ceux qui ont suivi Rafinha par intermittence la saison dernière, par exemple face à Paris, à l'aller et au retour, ni t'étais le rouge de Araujo, il aurait été meilleur joueur au match aller, meilleur joueur au match retour. Et c'est ce qu'il a réédité cette semaine, c'est ce qu'il fait depuis le début de la saison. C'est un joueur avec un grand cœur, c'est un joueur du collectif et c'est un joueur qui s'implique à 100%, il n'a pas de demi-mesure. Là aussi, il fallait le garder, il fallait le ramener. Là aussi, Hansi Flick a réussi quelque chose d'énorme parce que Rafinha devait partir. Oui, tout le monde, la plupart des supporters voulaient qu'il parte, surtout lorsqu'on a évoqué l'arrivée de Williams, qui a fait un excellent héros avec la Roja et qui s'entendait bien avec Lamine et les autres joueurs espagnols. Mais Flick a dit niet. Rafinha reste, il est mon 3e capitaine. Et aujourd'hui, il est en train de le rendre ça sur le terrain. On va parler d'un petit Flick, bien sûr, mais avant, on va un peu parler de Carlo Ancelotti, Amadou. Est-ce qu'il s'est trompé dans son approche et ses changements dans ce match? Ouais, c'est comme ça le football. Quand tu commences à passer à côté, ce sont les bases. Soit ce sont les changements, soit tu manques de lucidité, soit tu rates un peu sur le schéma tactique. C'est là où il y a une différence au niveau des longueurs d'avance avec les entraîneurs. Et puis des fois aussi, ça ne te réussit pas. C'est ça aussi le coaching. Des fois, tu peux mettre un système en place et puis tu vois que voilà, tu n'arrives pas à réussir. C'est purement tactique. Même si ce n'est pas de la loterie, mais des fois, tu passes à côté. Comparativement à cette formation des Blaugrana, actuellement, ça marche avec l'entraîneur. Il a déjà sa propre philosophie de jeu qui est en train de marcher bien avec lui. Parce que si vous avez remarqué un entraîneur, tu peux venir dans un club, tu as ton système de jeu et puis ça marche avec toi. Dès que tu changes de club et puis ça ne marche pas. On a vu l'entraîneur Citizen, quand il était venu avec Manchester City, au début, ce n'était pas aisé pour lui. Il voulait imposer un football espagnol qui n'était pas l'ADN du football anglais. Ça lui a fallu un peu de temps et puis ça marchait. Souvent, les classicos, c'est comme ça. Parce qu'on a vu des classicos où le Barça n'arrivait pas à se retrouver avec des bons entraîneurs. On les a corrigés. Vice-versa aussi avec le Real. C'est ça aussi la beauté de ces classicos. Il faut qu'il y ait des changements, il faut qu'il y ait des alternances. L'année passée, on a vu c'est le Real qui dominait. Aujourd'hui, c'est le Barça qui domine. C'est ça aussi l'historique entre ces deux clubs. C'est qu'il avait donné même de l'ampleur. Il ne faut pas que ça penche seulement vers un seul côté. Ça ne fait pas faire la beauté du football. Alors, ce n'est pas parce qu'Ancelotti, il n'est pas bon. Mais actuellement, l'équipe adverse, l'entraîneur aujourd'hui, il est dans un bon registre. C'est psychologique, voilà, c'est mental. Des fois, on dit un peu de chance, mais actuellement, il voit. C'est quand même discutable un peu ce classement de Carlo Ancelotti. On peut dire en mettre Bellingham sur les côtés pour couvrir justement le côté gauche. Et de l'autre côté, mettre Camavinga et Tchouaméni, Valverde, comme si le Real venait défendre chez lui. Et c'est quand même compliqué ce changement en deuxième période. Faire sortir Camavinga, mettre Modric. Alors que Camavinga était dans son match, c'est quand même discutable tout ça. C'est discutable. D'abord, moi je prends au niveau de la défense qui peut aligner un certain Rudiger et Militao. Et pas Militao évidemment et l'autre là. Et pourtant il n'y a que les deux, il n'y a que ces deux là. Faire la Mendy. Mendy qui est au-dessus niveau par rapport aux autres. À la défense, ça frottait. Regardez entre Militao et Rudiger qui ramassait, qui venait à l'attaque. Vous avez vu ce chevauchement là
En tout cas, si vous avez Surtout bien ce observé, but de la tête, le but de la tête de Lewandowski, il était seul. On ne peut pas laisser ce jeune seul. Lewandowski, surtout, on connaît ses aptitudes quand il monte très haut. Voilà, donc regardez, quand Rudiger vient pour attaquer, et voilà, Militao qui vient aussi pour les contacts. Pourtant, il devait s'arrêter, attendre peut-être le deuxième ballon ou celui qui viendra pour tirer le deuxième ballon. Alors ça ne marchait pas. Je peux dire que Ancelotti, de ce côté défensif, il a passé à côté. Vous prenez aussi au rang central, si on parle de Tchouaméni, et le jeune Kamavinga, qui était... Valverde qu'on n'a pas vu du tout dans ce match. Oui, quand même, Kamavinga, comme vous avez dit, Kamavinga était bel et bien dans son match. J'étais surpris. Oui, j'étais surpris. Et quand j'ai vu Bellingham, autant pour moi, quand j'ai vu Bellingham fatigué, Bellingham il s'appesantissait trop sur l'aspect physique afin de faire fatiguer l'adversaire. Il a beaucoup plus défendu qu'attaqué. Ouais. Et au retour, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Au lieu que Ancelotti l'enlève, le faire sortir et faire peut-être rentrer un autre qui pouvait avoir du sang frais dans les nerfs, il a fait sortir encore le jeune Kamavinga qui donnait énormément au rond central. Et ça n'a pas marché. Le problème toujours n'a pas été résolu. À la ligne d'attaque... Non, il ne pouvait pas. Il pouvait pas. Il était complètement paniqué. Non, c'est pas parce qu'il est paniqué. Aujourd'hui, tu regardes les derniers matchs avec le Real, voilà, ça marque, ça défend, ça joue bien. Tu regardes aujourd'hui les derniers matchs de cette formation de Blaugrana. Oui, ils encaissent, mais offensivement, ça va, ils sont là, ils sont constants. Oui, mais il y a de ces clubs aujourd'hui, voilà, ils les corrigent vite. Voilà. Vinicius, ils pètent la forme, et voilà, tout ça. Ils ont fait un bon match contre Borussia Dortmund, la Ligue des Champions. Psychologiquement, ça va. Mais quand tu vois aujourd'hui l'allure de cette formation de Blaugrana, même si aujourd'hui le Barça arrive à rencontrer avec les Citizens, ça ne va pas être aisé pour l'entraîneur. Parce que tu as affaire avec Lewandowski, qui est en super forme, un attaquant qui, s'il est en forme, il est inarrêtable. C'est comme Benzema à un certain moment. C'est comme s'il y avait trop de facilité avec Karim Benzema. C'est parce qu'il était en forme, il était très bien accompagné. Le système est là, le bloc est là, ça les reçut et puis ça marche. C'est un système que l'entraîneur a essayé de mettre en place. Maintenant, actuellement, quand tu rencontres avec le Barça, défensivement, il faut être très bien dans la tête. C'est pas facile de gérer. Au moins, s'il n'y avait qu'un seul joueur qui était capable de créer la différence, tu avais tout misé pour ceinturer Lewandowski. Mais les côtés, ils ont des garçons qui sont fous. Parce que Rafinha, il est en super forme. Lui-même, il peut partir offensivement et te créer la différence. Tu as vu aujourd'hui Koundé qui progresse dans les matchs. Il est capable d'apporter offensivement. On n'a pas parlé de ce joueur, mais voilà. Il est un homme Koundé la défense qui joue très bien le hors-jeu. Exactement. Il respecte très bien la ligne. Il y a un autre doyen dans cette défense. On disait qu'il devait partir. Il n'avait pas le niveau du Barça. Le niveau du Barça. Aujourd'hui, qui est le patron de cette défense. Tous on peut dire que c'est... grâce à Antiflick. Oui, c'est une question de confiance, le football. C'est une question de confiance. Oui. Vous avez parlé ici de Xavi, c'est pas parce qu'il était pas, c'est pas parce que le joueur était pas là. Il ne s'agit pas d'avoir des bons joueurs. Moi, j'ai tout le temps parlé ça. De longue haleine, les entraîneurs, il ne s'agit pas d'avoir des bons joueurs. Il faut avoir un entraîneur de caractère. Tu as vu, tu prends Ancelotti, tu prends Zinedine Zidane. Sur le caractère de Ancelotti, j'ai des doutes, moi. Voilà. Bon, en tout cas, il a la Ligue des Champions, ça va. Il a géré les vestiaires, il a pu gérer des grands joueurs. C'est l'un des entraîneurs les plus titrés. Exactement. Là, il n'y a pas de débat. Tu prends aujourd'hui l'entraîneur Citizen, Pep Guardiola. Quand il était venu, c'était un peu compliqué. C'est des entraîneurs qui arrivent à un moment où le club est en difficulté, avec les mêmes joueurs, un peu de retouche, tu vois l'équipe changer complètement. C'est psychologique. Chaque entraîneur a des atouts. Alors il est temps de dire que Carlo Ancelotti doit raccrocher, il doit quitter le Real. Peut-être que c'est prématuré, ça fait partie de l'ingratitude du football. Il faut dire que c'est le champion en titre en Espagne, champion d'Europe en titre, il a tout gagné la saison dernière. Mais encore une fois, cette année, il avait du pain sur la planche qu'il n'a pas su régler jusqu'à maintenant. Et voilà pourquoi moi je me dis qu'il est trop dans la calinothérapie. C'est un entraîneur qui use beaucoup sur l'affectif avec ses joueurs, il essaie de mettre bien, mais ça marche quand tu as un effectif moins large. Malheureusement pour lui, cette année, il a un effectif beaucoup plus large. Il a surtout deux grands joueurs qui jouent au même poste. Il doit prendre une décision. Pour ce qui est de Vinicius et de Mbappé, il doit prendre une décision parce que ça joue sur son équipe. Il faut qu'un d'entre eux joue, l'autre reste sur le banc. L'autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il a des jeunes qui sont explosifs sur le banc. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un Arda Güler reste sur le banc 90 minutes face au Barça alors qu'ils sont menés, qu'ils sont en train d'être malmenés. Tout comme Henrik.
Tout comme Henrik qui est un attaquant de pointe, lui, qui fait la différence quand il rentre. Donc, Carlo, il a du mal à mettre mal à l'aise ses stars. C'est ça son problème. Quand il a des stars dont chacune joue à son poste, il n'y a pas de problème. Mais sur ce coup, il doit prendre une décision. Malheureusement, il n'en prend pas et ça va jouer sur le club. Les deux joueurs dont j'ai parlé précédemment, c'est des joueurs qui ne courent pas. Contrairement au Barça, il n'y a que Lewandowski qui court moins. Même lui, il court et les 10 autres, ils courent comme des monstres. Alors justement, c'est comme ça le football. Le temps nous rattrape, on va parler de un petit flic. On va commencer par vous, quelques secondes chacun. Qu'est-ce qu'un petit flic a réussi dans cette équipe du Barça? Qu'est-ce qu'il a changé dans cette équipe? Il y a beaucoup d'aspects, mais moi je vais citer 2 ou 3 aspects. Je dirais le mental, la ramener la mentalité allemande ou encore bavaroise dans cette équipe parce que les qualités ne manquent pas. Le physique, il travaille beaucoup plus le physique que les années antérieures au Barça. La tactique. Tactiquement, il n'a pas des idées fusées. C'est vrai que la tiki-taka, c'est la marque du Barça, mais il alterne cela avec du football long, des contre-attaques, etc., et des attaques à haute pression, etc., etc. Et l'autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est quelqu'un qui connaît son effectif et qui s'adapte à son effectif et qui s'adapte à tous les matchs. Et ça peut être bénéfique pour une équipe aussi jeune que le Barça. Il a réussi tout de même quelque chose d'extraordinaire avec cette équipe du Barça qu'on ne pensait pas avoir ce niveau dans ce championnat et faire peur en Europe. Qu'est-ce qu'il a réussi à changer dans cette équipe? Ben oui, c'est le moins il a imposé le football moderne. Le football moderne, c'est l'agressivité. Quand ton adversaire a le ballon, tu le cherches haut. Mais quand tu joues avec un bloc bas, tu donnes le temps de t'axifier, de te mettre la pression. Alors, tu as un gardien qui n'est pas tellement comme ça. La défense est en train d'être remaniée. Les Koundé avant qui ne rassuraient pas. Les Rafinha qui ne rassuraient pas. Alors, la meilleure façon de jouer, il a compris, il faut attaquer. Il faut attaquer, il faut jouer en football collectif. C'était le véritable problème de Blaugrana. Le Barça, quand ils ont le ballon, ils confisquent le ballon, ils organisent, ils ne considèrent pas le temps. Ils utilisent les espaces. Ils jouent, ils ne sont pas pressés. Tac, tac, et puis ça marche. Maintenant, les gens ont compris le système de jeu. Quand tu joues avec le Barça, ne leur donne pas le temps. Il faut leur mettre la pression. À force de mettre la pression, tu récupères le ballon parce que physiquement, ce n'est pas leur système de jeu, ce n'est pas leur ADN. Alors, lui, il est venu, il a compris. Il dit, mais écoutez, le football aujourd'hui, c'est avec le temps et les espaces. Tu utilises les espaces, cela veut dire, ce sont les longues passes qui te créent la différence. Ce sont les relances. Et deuxièmement aussi, c'est la rapidité au niveau des gestes. Vous avez vu le Barça aujourd'hui, quand ils ont le ballon, ça part très vite. Dès qu'on a le ballon, ça ne dure pas au niveau des pieds. Avant, le Barça, quand un joueur a le ballon, il va prendre tout son temps, il contrôle, 1, 2, 3, il lève la tête, donne une passe. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est le football anglais. Mais la seule différence, ce jeu, il y a beaucoup de précision. Et leur atout, ils ont un leader au niveau de la ligne offensive. Quand tu as un joueur comme Lewandowski, tu lui donnes le ballon, tu marques. Et aussi, leur atout est, Yamal a compris le système. Ce n'est pas ce qui se passe au Borussia Dortmund où chacun, voilà, des fois on prive Guirassy le ballon, chacun a envie de créer la différence. Adeyemi, quand il a le ballon, il ne veut pas voilà, c'est notre débat, il ne veut pas qu'on lui vole la vedette. Alors, tous ces aspects-là, ils ont quand même compris. Mais qui est à la base de tout ça? C'est l'entraîneur. C'est le chef d'orchestre. C'est le chef d'orchestre. Et puis, il est écouté. Ça va et puis voilà, ça marche. Même question pour vous rapidement, vous avez que quelques secondes. Moi je dirais qu'il a réussi quelques aspects que les autres ont bossé aussi, je vais aussi renchérir là-dessus. Le mental, Jean l'a dit, mais aussi le pressing haut, parce que vous voyez, aujourd'hui c'est un club, si l'adversaire a le ballon, vous voyez la façon, l'occupation du terrain et la pression qui mène sur l'adversaire pour récupérer va le ballon. Je crois que c'est l'une des valeurs qui n'était pas à la barcelonaise. Et puis de l'autre côté, c'est l'animation offensive. Aujourd'hui, ça va. Et puis la tentative purement bavaroise, j'ai vu le coup franc tiré qui a été limpide et missile de Pedri, qui a chippé les mains du gardien de but du Real Madrid. Donc, c'est des valeurs aujourd'hui. Vous voyez des jeunes Barcelonais qui tirent à 30 mètres de la surface de réparation. Donc, cela veut dire qu'il y a un aspect mental, il y a cette idée de revanche qu'il faut vraiment impliquer avec, mélanger homogénéquement avec certaines valeurs.
Alors, on a tout de même regardé un match fantastique, exceptionnel. Une première période magnifique avec le Real qui tentait de revenir. En deuxième période, le Real a sombré, 4-0, doublé de Lewandowski, un but de Rafinha, un autre de la pépite catalane, Lamine Yamal. En tout cas, on peut dire qu'on a assisté au retour du Grand Barça. On va marquer une courte pause, on revient derrière, parler d'un autre classico. Cette fois-ci, on va filer en France. De retour sur ce plateau, comme je vous avais dit, ce n'était pas le seul classico. Ce jour-là, ce devait être le choc au sommet du championnat de France. Une affiche OM-PSG, enfin à la hauteur au vu du classement des deux équipes, avec un véritable suspense lié aux ambitions nouvelles de phocéens possiblement armés pour enfin rivaliser avec leur meilleur ennemi sur le terrain. Et pourtant, il n'y a pas eu match ce dimanche au stade Vélodrome en clôture de la 9e levée de Ligue 1. Le duel Paris-Marseille a-t-il mérité toujours être appelé classique? On va commencer par vous. Est-ce que ce classico, il mérite d'être appelé classique? Je crois que le terme est galvaudé, surtout pour ce qui est de cette rencontre. Si depuis 13 ans, et c'est une seule équipe qui gagne les rencontres, où on peut parler de rivalité. Non, oui. C'est même un classico que beaucoup de personnes suivent. Hein. Non, c'était un classique à un moment donné, peut-être dans les années 90, où Marseille était au top. Paris aussi faisait bonne figure. Mais depuis que les Qataris sont là, pour moi, ce n'est pas un classique. Ce n'est plus un classique. Un classique, c'est quoi? C'est-à-dire la forme du moment ne compte pas. Tout peut arriver dans la rencontre. Et malheureusement, depuis 3 ans, c'est toujours la même équipe qui gagne, peu importe les équipes, disons, les compositions. Hier, c'était le Paris Saint-Germain le plus faible de ces 13 dernières années. Et c'était l'occasion pour Marseille, naturellement, d'essayer de les inquiéter, soit par un nul ou par une victoire. Malheureusement, dès le début, il y a une décision arbitrale, peut-être dont on va parler après. Et ensuite, il y a eu des erreurs. C'est comme si l'équipe marseillaise se morfondait dans son plan, dans sa stratégie. Et puis, pour moi, c'est un match ordinaire. Ce n'est pas un classique. Vous êtes d'accord avec Dion? C'était un match ordinaire, hein, le classico français entre le PSG et l'OM, à vous qui aimez très bien l'Olympique de Marseille. Non, si on parle d'actualité, ce n'est plus un classico. Mais historiquement, c'est du vrai classico. Parce que si vous voyez qu'on parle de classico, c'est purement historique. C'est pas ces 13 années seulement que ça se résume, ce classico. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On a vu des grands joueurs qui sont passés dans cette formation de l'Olympique de Marseille. Titi Camara, tu prends des joueurs comme Ravanelli, comme Didier Drogba, qui faisaient vibrer Vélodrome. À un certain moment, c'était du classico, mais actuellement, ils ont perdu la valeur de leur classico. Il vient de le dire, depuis l'arrivée de ces Qataris, le Paris Saint-Germain cherche à mettre la tête sur les épaules. Le Paris Saint-Germain cherche à être comme le Barça en matière de communication, en matière d'achat des joueurs. Ils sont passés à côté, donc le Paris Saint-Germain n'a pas pu d'abord atteindre son objectif en Ligue des Champions. Tu prends l'Olympique de Marseille, depuis qu'ils ont eu la Ligue des Champions, avec Basile Boli, c'est plus le même Marseille. Marseille traverse des moments difficiles. Sur le plan administratif, d'abord, ils ont des problèmes. Sur le plan coaching, ils changent des entraîneurs. Donc, leur classico, ce n'est plus comme avant. Mais j'ai aimé quand même l'organisation. Avant le match, j'ai vu l'engouement, l'image, c'était beau, le stade de Vélodrome, il faut essayer de le reconnaître. Surtout avec ce tifo, que j'ai pas trop compris, le tifo de Marseille. Hein, j'ai pas compris. Exactement. Ce sont des supporters très engagés, les Marseillais et tout. Donc, ça s'expliquait par les tifos. Malheureusement, le terrain ne suit pas. Non, même c'est pas ça. Quand tu vas à l'organisation, l'arrivée des joueurs, j'ai vu des sponsors et tant d'autres. J'ai senti que, franchement, la Ligue française, ils sont beaucoup impliqués. Quand j'ai regardé le match, je dis ok, c'est pas du classico comme on voit entre le Barça et le Real, il n'y a pas de beau football. Mais en matière d'organisation, en matière de communication, j'ai vu du classico par rapport entre le Barça et le Real. Vous avez vu comment étaient les vestiaires, les ampoules qui s'allumaient, l'arrivée des joueurs.
leur venue sur le terrain, l'ambiance qui était spectaculaire. L'ambiance était spectaculaire, ça n'a pas changé. Vélodrome, c'est tout de même le Vélodrome. Voilà. Hein. Vélodrome reste toujours Vélodrome. L'ambiance avec le public français, j'ai beaucoup aimé. Tu prends aujourd'hui Saint-Etienne, Nantes, Marseille et Bordeaux, même si Bordeaux, ils sont en bas maintenant, mais ça va, le spectacle là. Maintenant, ce sont le contenu de jeu qui ne répond pas aux critères d'un vrai classico. Ils n'ont pas des joueurs de top niveau qui est en course pour le ballon d'or. Au moins, le PSG, c'est un budget énorme. Hein. C'est un budget. Au moins, si dans le club, tu avais peut-être Kamavinga par là, ou bien tu avais par là Vinicius, tu avais par là Mbappé qui s'oppose, voilà. Il y a une concurrence à l'interne individuellement, mais il n'y avait pas de concurrence à l'interne individuellement. Rabiot qui a signé à Marseille. Ça compte ça? Exactement, oui, ça c'est beaucoup. Maintenant, quand tu prends aujourd'hui sur le plan marketing, il n'y a pas un joueur qui pouvait vendre ce classico. Il n'y a pas un joueur de classe mondiale. Alors, ça c'est donc. Et deuxièmement, quand j'ai suivi le match, mais c'était pas comme ça. Je préfère un match Paris-Lyon. Voilà, là, quand même, on va se régaler. Parce qu'au moins, l'Olympique Lyonnais ou bien Paris-Saint-Etienne, voilà, on va avoir une très belle affiche. Vous avez écouté Jean, vous avez écouté aussi Major. Vous êtes d'accord avec eux? Ouais, je suis d'accord. Hein, parce qu'il faut commenter quelque chose qui mérite les jugements d'appréciation. Mais ça en vaut la peine, c'est tout de même un match de football. Oui, je sais que on dit souvent que celui qui n'a pas une histoire n'a pas un bon passé. L'histoire de l'Olympique de Marseille, c'est remporter quelquefois le championnat, remporter la Ligue des Champions. Peut-être que le Paris n'en a pas. Mais au jour d'aujourd'hui, cette suprématie que Paris est en train de dicter dans ce championnat, et ils ont fini de ramasser, de ravager tout. D'abord, le club en question, je vais parler de Marseille, qui ne répond pas aux critères d'un grand club qui peut vraiment... Attention, non, c'est quand même Marseille. Quand je dis qu'il ne répond pas des critères, il n'y a pas de star, il n'y a pas de grands joueurs. Il n'y a pas de joueur de classe mondiale. Peut-être que moi, je peux dire Rabiot ou je ne sais pas qui. Mais il n'y en a pas. Il y en a pas. Un peu Greenwood, un peu. Il n'y a pas de joueurs qui peuvent vraiment titiller, comme dit le Paris Saint-Germain, qui a des gros morceaux, comme peut dire Dembélé, qui a l'habitude de jouer le classico espagnol et puis un peu en France. Mais à ce niveau, c'est un club qui... Dembélé même, c'est une déception. Oui, Dembélé même, c'est une déception. Ouais. C'est pourquoi j'ai salué l'intervention de Jean. Hier, c'était en tout cas une chance pour Marseille de tromper l'histoire ou de faire donner raison également à leur visibilité. Ouais. Au moins, ils ont joué face à une formation parisienne qui n'était vraiment pas au top, s'il faut le dire. Mais ça n'a pas aussi marché. C'est un club qui peut-être n'ont pas eu les bénédictions des anciens peut-être. Alors, on va parler de ce carton rouge qui est venu tacher ce classico. Est-ce qu'on peut dire que l'arbitrage est en faveur du PSG, comme le dit en beaucoup de médias? Oui, en tout cas pour le match d'hier, c'était équilibré avant le rouge, même si Paris avait marqué, mais c'était équilibré. Et le carton rouge, pour moi, il est sévère. Disons, d'un coup, à vitesse réelle, tu peux donner carton rouge, mais avec les ralentis, tu te dis, non, le rouge est un peu discutable, on est en début de match, c'est un grand match, tout le monde regarde la rencontre, et on sait qu'un rouge fauche carrément une rencontre. Pour moi, c'était sévère, surtout que l'arbitre n'a pas pris le temps lui-même d'aller revoir l'action. Mais bon, les grandes équipes, pour la plupart, sont favorisées, à tort ou à raison, consciemment ou inconsciemment. C'est toujours comme ça, les grands ont une certaine apathie des arbitres. Alors, pour vous, le PSG est favorisé dans ce championnat? Bon, favorisé dans le championnat, bon, je pense pas. Ils sont quand même à la hauteur par rapport au club français. Ça, il faut essayer de le dire. Même si actuellement ils n'ont pas des joueurs de renom, mais dans le championnat français, ils arrivent quand même à s'en sortir. Moi, ça était grand par rapport au club même action, mais il y avait des petits soucis d'arbitrage. Cette même action, si c'était un joueur du PSG, je ne suis pas certain qu'il aurait eu un carton rouge. Non, vous savez, ça fait partie du football. Il y a ce qu'on appelle, c'est du purement FIFA, c'est du purement marketing. Aujourd'hui, dans le championnat français, on préfère mieux voir Paris Saint-Germain que l'OM. Voilà, c'est pas évident. C'est comme quand tu joues contre le Barça et le Real.
Voilà, en championnat, il y a des trucs là-bas, il y a des trucs, il y a ces détails, c'est pas Amadou, aisé. vous dites là que le Real et le Barça est favorisé. Oui, par rapport aux autres. Quand il dit Ils sont tous les deux favorisés par l'arbitrage. Exactement. Aujourd'hui, c'est le Barça ou le Real qui est capable de représenter le championnat espagnol. C'est le Barça et le Real qui est capable de jouer la Ligue des Champions avec beaucoup de visibilité. Ils ont des joueurs qui sont capables d'apporter de la visibilité. Ceux qui organisent le football, ils cherchent la visibilité parce que c'est tout ce qui est marketing, ils cherchent de l'argent. Quand tu prends Vinicius aujourd'hui, Mbappé qui joue dans un club, c'est au niveau d'abord des tickets, au niveau d'avoir accédé au stade, ça c'est donc. Au niveau des sponsors, ça n'a rien à voir. C'est comme si c'est le Havre qui joue contre Amiens. C'est pas la même chose. Voilà. Alors, c'est pas les mêmes prix. Le football est organisé pour les hommes riches, c'est pour les entreprises, c'est pour les mécènes. Si les entreprises ne viennent pas investir dans le football n'a pas sa valeur. Le football est mort. Alors, on a besoin des grands joueurs. On a besoin des équipes qui sont capables de nous ramener des trophées. On a besoin des joueurs qui sont capables d'aller très loin. C'est une question de visibilité. C'est du business management, le football aujourd'hui. Tu prends Messi, tu prends Ronaldo à un certain moment, tu les touches, tu passes à côté. Je peux revenir un peu en Afrique. Si vous avez vu tout dernièrement les matchs qu'on a joués contre l'Éthiopie, tu touches Gracie, dans la surface, c'est autre chose. Il a beaucoup de visibilité. C'est le joueur africain aujourd'hui qui est le plus vu en Europe et même en Afrique. En matière de communication, Gracie est devenu autre chose. Voilà, c'est de la publicité. Il est devenu, comment on appelle ça même, du branding. Voilà, quand tu parles Guirassy, ça communique et les entrepreneurs ont besoin de la communication. Alors certes, aujourd'hui, ils ont été favoris, mais ce qui reste clair, même s'ils étaient 11 contre 11, le championnat français aujourd'hui est mort. Ce n'est pas comme Lyon, où il y avait Juninho, où il y avait des grands joueurs qui pouvaient battre le Real. Aujourd'hui, même il y avait Monaco, Saint-Étienne. Voilà, Monaco, Saint-Étienne. Oui, avec Monaco, il y avait Mbappé. On a vu Mbappé contre City. Voilà, Marseille et tant d'autres, mais tout dernièrement, on n'avait pas un club qui était... Bordeaux. Voilà. Actuellement, ils n'ont pas un club qui est capable de battre le Real, aller-retour, battre le Barça. Dans un cadre général, le championnat français est mort. Alors, dans quelques secondes, nous allons parler de Liverpool, de Arsenal. Nous allons filer en Premier League parce que, je vous ai dit, la semaine a été énorme dans le football. On va marquer une courte pause rapidement. Après, on revient derrière pour parler de la Premier League. Je vous amène dans les profondeurs du monde, au début de tout, là où l'idée devient matière et la matière devient service. Dans un monde incertain où la fortune et l'infortune s'échangent les rôles en un laps de temps, la confiance est ce qui guide les pas et les paris. Conscient que le monde est une évolution et que l'évolution incite à la confiance, YellowBet décide de monter d'un cran. Il s'invite dans vos écrans. Avec YellowBet, c'est le ticket remboursé. C'est aussi les jackpots, sans oublier le casino, le pari sportif en vrai miel. Et la cerise sur le gâteau, c'est le koumi qui réchauffe le cœur et les poches. Le service client mis en place aurait bien pu clamer que votre volonté soit faite, que vos paris vous soient faciles et que vos gains pour la première fois tout de suite après vous parviennent dans vos smartphones. C'est cette nouveauté qui est venue changer la vie du pari, conquérir le cœur des parieurs. Par ailleurs, les années passant, la confiance demeure et grandit. Notre YellowBet grandit aussi avec elle. Elle fait grandir d'autres gens à travers tout le pays qui perçoivent leurs gains sans souci aucun. YellowBet ambitionne de relever le pari de l'innovation et du choix premier des Guinéens. Porter le flambeau et s'autoriser de bons rapports avec les autorités. L'histoire s'écrit à l'encre de la volonté et l'avenir appartient à ceux qui rêvent en YellowBet. De retour sur ce plateau, je vous avais promis qu'on allait partir en Angleterre, la crème de la crème avec la Premier League. Avant ce week-end, les Reds de Liverpool n'avaient pas encore affronté une des équipes ayant terminé en leur compagnie au sein du top 4 de la saison dernière en Premier League, Manchester City, Arsenal et Aston Villa. Le joueur d'Arne Slot passait donc un test d'envergure ce dimanche soir sur la pelouse d'Arsenal dans le cadre de la 9e journée de Premier League. Ils s'en sont sortis avec des honneurs en accrochant un match nul 2-0 après avoir été longtemps mené au score. Arsenal-Liverpool,
un choc, 100 vainqueurs, Amadou. Ouais, c'est pour cela nous on aime le football. C'est quand on se régale. Avec le championnat anglais, je prends tout le temps de plaisir. Pour moi, c'est le meilleur championnat. C'est le moins, c'est là où je me régale. C'est quand même costaud. Hein, voilà, ça a été un match à 5 km. Ouais, souvent, ce sont des matchs fous. Nous qu'on aime. Il y a assez de spectacles, il y a des beaux buts. Et puis, c'est franchement jovial. On a pris de plaisir, on s'est beaucoup régalé. Ce sont des très belles affiches. Ça n'a rien à voir comme le classico français. Ils vont m'excuser, c'est pas pour le cas. Même si on est dans leur bouquet, Paris, je ne sais pas, Marseille, il y avait l'organisation du pipeau, mais au fond, il n'y avait rien. Alors, c'est la force des Français aussi, c'est la communication. Mais compte tenu ce match, surtout Mohamed Salah, qui continue à m'impressionner, ce but de Salah m'a beaucoup épaté. J'ai vu comment il a placé le ballon au fond des filets. Il ne veut pas vieillir, hein, ce Salah. Ouais, Salah, c'est un joueur de notre niveau. Il m'a beaucoup impressionné. Offensivement, j'ai beaucoup apprécié cette formation de Liverpool. Mais aujourd'hui, ces derniers temps, ce n'est pas facile de manier Arsenal. Arsenal, ça résiste. Arsenal, déjà, ils ont maintenant des ambitions fortes, c'est d'être champion en Angleterre. Donc, quand tu joues avec les gros morceaux, ils vont se donner à fond. Même si au finish, vers la fin de la saison, on voit un Arsenal qui ne rassure pas du tout. Je ne sais pas s'ils sont maudits par le football ou quoi. Mais Arsenal, ils ont pu quand même résister. Ils se sont concentrés. Et ce qui leur manquait, quand tu joues avec Arsenal, ils te dominent. Mais au finish, défensivement, ça ne rassure pas. Aujourd'hui, défensivement, ils ont des défenseurs maintenant qui gardent la sérénité. Offensivement, ils ont des attaquants qui sont capables de créer la différence. Présent, ça encaisse. Ouais. Ça marque devant, mais ça encaisse derrière. Ouais, ça encaisse. C'est Liverpool. Liverpool a retrouvé ses repères maintenant. Et voilà, l'entraîneur, il est là. Il a pu quand même mettre un projet à place. Mais moi, je me dis, quand tu fais un match de but partout contre Liverpool, c'est quelque chose à apprécier. On sait Liverpool et Arsenal, c'est pas le même niveau. C'est pas aussi les mêmes effectifs, même s'ils ont des bons joueurs. Mais Liverpool, c'est autre chose par rapport à Arsenal. Ils n'ont pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je réitère, Arsenal, l'objectif, le défi, le gros défi, c'est d'être champion. Liverpool, pas seulement être champion, ils ont envie d'aller en Ligue des Champions et de progresser. Alors, dans un cadre général, je félicite Arsenal. S'ils continuent comme ça, je pense qu'ils vont s'en sortir. Mais un carton vert, franchement, à Mo Salah, qui a été fou. Justement, on va continuer à parler d'Arsenal avant de parler de Liverpool. Jean, alors, les Gunners peuvent-ils encore lutter pour le titre? Oui, moi je crois que oui. Le match d'hier était très difficile pour les Gunners parce qu'ils ont beaucoup de blessés. Saka qui venait de revenir les a livrés, mais Odegaard manque toujours. Saliba qui est sanctionné n'était pas en défense, donc ça les a vraiment causé du tort au niveau de la défense. Et malheureusement, Gabriel aussi s'est blessé hier. Ils ont beaucoup de blessés, mais ils s'adaptent. Le coach s'adapte tant bien que mal à son effectif. Et malheureusement, hier, ils n'ont pris qu'un seul point. On va espérer que la suite puisse être plus heureux que pour eux. Encore une fois, Liverpool était le leader du championnat hier, avant le match d'hier. Et le match nul nous a montré que naturellement, Arsenal peut les titiller, peut aller plus loin. Une équipe d'Arsenal avec toutes ses forces vives peut naturellement défier Liverpool. Pourquoi pas défier City? Ça peut aller plus loin et plus haut. Moi, en tout cas, j'espère cette année. Alors, Patient, le concurrent, le véritable concurrent de Manchester City est-il Liverpool? Moi, attendons de voir parce que c'est un championnat où il n'y a pas la logique. Forcément un point qui sépare Liverpool à chaque fois, ça peut virer. On ne peut pas dire que Liverpool sera automatiquement... C'est pas facile de donner un pronostic. Parce que peut-être qu'on voit un autre club qui va au retour du championnat, qui va exploser. Voilà. Donc, mais de toute façon, Liverpool est en train de montrer encore une autre façon de jouer ce championnat de Premier League. Et puis, ils sont en train de surprendre parce qu'avec cette performance que Arsenal a pu montrer la saison dernière, et venir les titiller et puis sortir sur un score de parité de 0 but partout, ça promet grand chose s'il parvient à se maintenir parce que la performance en Premier League, c'est pas aussi constante autant pour moi. Il faut rester sur cette dynamique si ça promet. Et si ça promet pas, mais c'est difficile de dire que Liverpool sera le concurrent. Le Boxing Day approche très rapidement derrière. Est-ce que ça peut être le tournant du championnat pour City ou Liverpool? Ouais, ça peut être ça. Vous savez, aujourd'hui, je suis d'accord avec Passy, il a parfaitement raison. Moi, je me dis, si tu veux évaluer un voyant, dis-lui qu'il va être champion en Angleterre. Ça peut basculer de partout, mais ça peut être aussi des atouts, surtout pour City. City, c'est un club qui m'impressionne dans le championnat. Tu vois City venir à un certain moment, tu te dis que cette fois-ci, le club a chuté. Mais au finish, tu les vois encore accélérer des matchs.
Actuellement, ils ont un système, je ne sais pas si c'est une machine ou bien c'est un secret, ils savent quand même comment terminer le championnat. Au niveau de ces Boxing Day, c'est le bon moment que Arsenal arrive à progresser parce que déjà, ils ont pu quand même mettre la pression sur Liverpool avec une équipe qui n'était pas tellement garnie. Dian l'a signalé, il y avait beaucoup d'absents dans cette formation. Je pense qu'avec les retours de ces grands joueurs, ce sont des signes précurseurs qui nous montrent que peut-être Arsenal est capable de profiter. Mais le championnat anglais, c'est incroyable mais vrai. Un club qui est en bas du tableau, il va venir mettre la pression sur un club qui est en tête. Ça dépend. Le football anglais, c'est là où les parieurs passent à côté. Je sais que M. So est là pour nous confirmer. Si j'étais parieur, je n'allais pas miser sur le championnat anglais. Mais à mon avis, quand tu vois la configuration pour le moment de ces précédents matchs, je mise beaucoup sur Liverpool qui est en super forme. Mais attention, à City vers la fin, ils sont très forts. On va continuer de parler football, mais avant, on va aller vers notre sponsor. Vous allez rester avec nous, on va parler du Ballon d'Or. Mais avant, on va aller vers notre sponsor avec M. So qui vient de nous rejoindre. Bonsoir M. So, heureux de vous retrouver. Vous qui nous avez manqué, vous n'étiez pas là le jeudi passé, mais vous êtes là aujourd'hui, heureux de vous retrouver. Merci beaucoup Hassan, merci à toute la team. Je suis très heureux aussi de vous retrouver bien sûr. Voilà, pour parler de YellowBet, c'est parler de sport et tout autre bien sûr. Alors justement, on va parler de YellowBet. On va commencer par cette première question. Comme d'habitude, rappelez-nous les accès pour YellowBet. Bon, les accès dans la grande maison de YellowBet, nous avons 2 portes d'entrée. L'accès USSD, ça ce sont les codes Orange et MTN. Je rappelle que ce sont les 2 opérateurs partenaires, d'accord. Donc l'accès Orange c'est étoile 144, étoile 8, étoile 2 dièse OK. Et l'accès MTN c'est étoile 343 dièse OK. Donc les 2 codes permettent d'accéder au même menu de YellowBet. Vous allez voir bienvenue à YellowBet, faites vos paris, et dépôt, retrait, ainsi de suite. Donc au-delà de ça, vous avez aussi l'autre porte qui est l'accès en ligne à travers le lien de www.yellowbet.com.gn. Donc ce lien, dès que vous tapez sur n'importe quel navigateur, que ce soit Chrome ou autre, vous accédez à la page d'accueil du site. Et donc dès que vous accédez à la page d'accueil du site, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Première des choses, vous devez d'abord vous inscrire et avoir un compte chez YellowBet. Comment le faire? C'est simple, il faut aller sur l'onglet tout à fait en haut et à droite quand vous tenez le téléphone en face de vous. Vous cliquez sur s'inscrire et vous affichez une nouvelle page. Et sur cette page, vous allez renseigner vos informations. Première information, c'est le numéro de téléphone. Il doit être bien sûr un numéro Orange ou MTN. Dès que vous mettez ce numéro, il doit aussi comporter un compte Orange Money ou Mobile Money. Et dès après, vous créez le mot de passe. Le mot de passe doit être de 8 caractères composés de chiffres et lettres. Exemple, Mamadou 56 ou Sidibé 63. Et dès après, vous allez voir une case où c'est écrit code promotionnel. Donc, ce code, c'est le code du jour, c'est KVTV, d'accord? C'est ce code que vous devez prendre et introduire sur cette partie, d'accord? Pour espérer gagner 50 000 francs de bonus de paris gratuits que YellowBet vous offre grâce à cette émission que vous suivez, d'accord, en tant que téléspectateur. Dès que vous mettez ce code KVTV, juste en bas, vous cliquez sur la partie, c'est écrit inscrivez-vous. Sans oublier les auditeurs, hein. Ouais, les auditeurs. Se sentent plaisir. Bien sûr, absolument. Donc, dès que vous faites ça, vous cliquez sur inscrivez-vous maintenant, vous recevrez automatiquement un message d'un code. D'accord, c'est ce code que vous allez prendre et introduire sur la nouvelle page où c'est écrit code. Et juste en bas, vous allez cliquer sur terminer pour valider votre inscription. Et à partir de là, déjà, vous allez recevoir une notification qui va s'afficher, félicitations, vous venez de recevoir 50 000 francs de bonus de paris gratuits que vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, pour placer des paris sur les matchs du jour ou de la semaine qui vont être affichés sur la page d'accueil du site. Une longue liste de matchs vont être affichés. Et donc, à partir de là, vous pouvez jouer sur YellowBet et lorsque vous gagnez à partir de ce pari gratuit, bien sûr, vous n'avez rien dépensé. YellowBet ensuite directement crédite le montant de gain sur votre compte YellowBet. Il s'affiche juste sur votre profil. Et après, vous pouvez retirer cet argent pour pouvoir l'utiliser et faire ce que vous voulez avec, bien sûr. Alors, je me disais, qu'est-ce qui a changé? Mais je vois les lunettes. Je voyais quelque chose qui a changé, mais voilà, après je vois les lunettes. Ouais. C'est comme, je suis en train d'imiter Major, qui change tout le temps de look. Ouais. Parfois il est rasé, parfois complètement, il est à lunettes, parfois. C'est ça. Je vois le changement. Alors, on va continuer avec les questions, M. So. Les matchs continuent de plus belle cette semaine. Quels sont les promos qui les accompagnent?
Ouais, comme vous le savez, les matchs continuent de plus belle cette semaine encore. Bon, vous avez demain la Serie A qui a des matchs qui doivent jouer. Ensuite, vous avez la Coupe du Roi aussi qui doit jouer. Donc, toute une série de matchs en fait disponibles sur la plateforme de HelloBet. Alors, pour les promos qui accompagnent ces matchs, nous avons une promo phare que nous appelons ici le Kumi Bonus. Le Kumi Bonus, vous l'appelez naturellement, c'est un concept local que nous avons pris. Kumi, c'est le miel, d'accord. C'est un bonus tellement il est alléchant, il est en fait doux qu'on l'a appelé Kumi en fait. Donc c'est en fait un bonus qui est ajouté sur le gain potentiel du parieur. Donc ce bonus aujourd'hui, il va jusqu'à 1000%, d'accord. C'est un bonus qui augmente graduellement. Donc, en fonction du nombre de matchs que vous avez sur votre ticket. Donc, il commence à partir de 5 matchs ici jusqu'à 70 matchs sur le ticket. Donc, vous allez voir, quand vous allez faire votre sélection, d'accord, sur les matchs et sur le ticket, vous allez voir au fur et à mesure le montant, le pourcentage du bonus augmenter. Donc, ça va vous dire que d'abord, vous allez recevoir une notification sur la plateforme qui vous dira, par exemple, il vous reste 2 matchs pour compléter à 15% de bonus ou 20% jusqu'à 50% et plus au fur et à mesure que vous allez augmenter les matchs sur le ticket. Donc c'est en fait quand vous allez finir carrément de mettre votre mise en fait et placer le pari, le ticket va se retrouver dans mes paris. Vous allez cliquer dessus et voir tout à fait en bas le montant du Kumi Bonus qui apparaît en montant de promotion. Donc c'est ce montant qui sera ajouté sur le gain potentiel pour gonfler le montant du gain final que le client va recevoir. Donc ça c'est un Kumi Bonus. Ajouté à cela, vous avez aussi le ticket remboursé. Donc c'est une promo aussi. Là c'est une ancienne, la promo elle est très ancienne chez HelloBet. Alors elle récompense une fois de plus l'engagement sur la plateforme. Alors, on rembourse le ticket du parieur une fois que le parieur, par exemple, mise minimum 2 matchs sur un ticket et, par exemple, il perd un seul match, d'accord, et que la cote restante totale est égale à 15,0 ou supérieure à 15,0 et le bet rembourse automatiquement, d'accord, l'intégralité de la mise. Ici, elle va même jusqu'à 500 000 francs guinéens. Donc, même à 500 000 francs guinéens, le bet rembourse tout le montant de la mise. SPE pour permettre davantage aux parieurs, n'est-ce pas, de pouvoir rejouer ce montant sur un autre ticket à venir ou bien faire de ce montant ce qu'il veut. Donc, le bet rembourse les paris perdus une fois que en fait, le parieur est dans les conditions, bien sûr, 2 matchs minimum sur le ticket avec une cote totale de 15,0. Automatiquement, vous perdez un seul, vous êtes remboursé. Donc, ça, c'est en fait une autre promo qui le bet met en place. Vous avez aussi le cash out, en fait, c'est une forme de revente de tickets, d'accord, qui est offerte aux parieurs, histoire par exemple de minimiser le risque de perte pour le parieur, d'accord. Donc nous avons mis en place ce système de cash out. Donc ça, par exemple, si vous avez choisi 5 ou 10 matchs par exemple sur un ticket, vous jouez par exemple, les matchs se jouent jusqu'à ce qu'il reste 2 ou 3 matchs par exemple. Et vous n'êtes pas sûr que ces 2 matchs vont rentrer et vous avez la possibilité de revendre vos tickets à l'entreprise et empocher le montant qui est inscrit sur le cash out. Vous allez voir sur chaque ticket que vous allez émettre un montant du cash out affiché en vert, d'accord. Et vous pouvez revendre dès après la création du ticket, comme vous pouvez attendre jusqu'à ce que 7 ou 8 matchs se jouent ou 5, ça dépend, d'accord, pour revendre. Donc à chaque fois que les matchs se terminent par exemple, et vous allez voir le montant du cash out augmenter, grimper, d'accord, et finalement vous allez par exemple revendre le ticket à un moment où vous vous sentez plus à l'aise ou plus confortable avec le montant qui est inscrit sur le ticket, bien sûr. Ok, alors la promo bet champion est lancée aujourd'hui pour 2 semaines. Qu'est-ce qu'il propose? Ouais, la promo bet championne, vous savez, on a parlé sur ce plateau plusieurs fois des remises que nous avons faites, par exemple, la promo antérieurement. Donc, nous avons récompensé à 2 fois cette promo bet championne. C'est une 3e expérience déjà qui commence aujourd'hui, d'accord. Donc, elle est relancée pour 2 semaines et cette fois, le prix à gagner, c'est un iPhone 14 Pro Max que nous allons offrir au Bet Champions, d'accord. C'est le champion du pari.
Donc il sera. Qu'est-ce qu'il faut faire hein, parce que tout le monde a besoin de ce cadeau-là. Oui, bien sûr. Donc nous allons offrir un iPhone 12 et 14 Pro Max, bien sûr, au Bet Champion. C'est le meilleur parieur, d'accord, c'est le Bet qui sera récompensé. Donc la course, elle est ouverte à tous. D'accord, tous les parieurs peuvent compétir. C'est jouer sur des. Le nombre de paris qu'on comptabilise. C'est les paris gagnés en fait. Donc vous avez par exemple un ticket, vous devez avoir minimum un ticket qui sur une mise de 5 000 francs minimum, d'accord, et qui est comptabilisé et que ce pari est gagnant. Et histoire maintenant, on comptabilise, on totalise des points. Et dans le classement, et si on est premier dans le classement, n'est-ce pas, on bénéficie du gain qu'on va mettre en place. Le gadget qui est offert cette fois-ci, c'est un iPhone 14 Pro Max, bien sûr, que le parieur va recevoir dans les locaux de YellowBet. Et comme vous le savez, la remise va être couverte par Kavi TV. Donc, ce sera une exclusivité. Alors, cette fois, ça sera vraiment intéressant parce que le parieur va beaucoup sourire. On a vu la dernière remise, celui qui a gagné. iPhone 14 Pro Max. 12 Pro Max, il était là tout heureux, très content. Et cette fois, c'est un 14 Pro Max plus costaud et il va être plus performant, plus cher aussi. Surtout ça, plus cher. Alors, il y a la promotion du tournoi Halloween Compilation qui commence en même temps. Parlez-nous-en un peu de cette promo qui s'appelle Halloween. Halloween, c'est tout de même... voilà. Ouais, comme vous le savez, en fait, c'est un tournoi organisé sur la plateforme. Alors, le jeu est disponible, le tournoi est disponible. Il suffit d'aller, d'accord, cliquer dessus, n'est-ce pas, participer au tournoi et espérer gagner. Vous savez, cette fois, c'est combien? C'est 6 milliards qui est mis en jeu sur le tournoi en question. Monsieur, sur une semaine. On vous arrête. Hein. C'est 6 milliards de francs guinéens qui peut vous permettre de devenir un milliardaire. Directement. C'est un tournoi. Oui, Jean, toi qui as besoin d'investir dans l'agriculture, qui doit finaliser des choses, voilà, c'est l'opportunité de vous faire. Hein, allez-y. C'est un tournoi organisé donc, sur la plateforme, le Halloween, comme vous le connaissez. D'accord. Donc ce tournoi sera mis en jeu entre les parieurs et donc pour une semaine bien sûr ça va se dérouler du 28 à partir d'aujourd'hui jusqu'au 3 novembre et finalement on verra bien en fait qui sera gagnant d'un montant en fait de ce tournoi Halloween, d'accord, compilation, et ça ce sera en fait sur la plateforme de YellowBet, bien sûr. C'est une promo disponible et les gens n'ont qu'à venir compétir dessus et espérer gagner ce montant-là. Alors, on va continuer avec les questions. Le projet d'affiliation avec vos commerciaux marche toujours, hein, on peut le dire comme ça. Oui, bien sûr. Le projet d'affiliation, c'est un projet en fait de recrutement client, d'accord, et que nous avons mis en place. Que moi-même je supervise, n'est-ce pas, avec à l'appui un assistant qui gère tout ce qui est action, déploiement, suivi et en fait formation et suivi des actions sur le terrain. En fait, les équipes travaillent d'arrache-pied à nous ramener, à nous recruter des clients sur la plateforme, d'accord, et on partage des revenus avec eux, d'accord, et ça. C'est des choses qui se sont passées depuis les premières heures et qui continuent cette fois-ci avec une nouvelle formule d'affiliation. C'est un lien qu'on les octroie et ils utilisent ce lien, d'accord, pour pouvoir nous recruter en fait des clients sur la plateforme. Donc ils rencontrent des clients, ils cliquent sur le lien, ils créent le compte, d'accord, et ils font en sorte de montrer aux parieurs, par exemple, comment effectuer un dépôt, comment effectuer un retrait, un pari, par exemple, sur la plateforme. Et c'est des formes d'éducation clientèle qu'ils font, n'est-ce pas, histoire de faire en sorte de développer la base d'abonnés de YellowBet. Et aujourd'hui, grâce à eux, vraiment, on est parvenu à grossir la base et depuis le début de cette activité, d'accord. Et jusque-là, Dieu merci, les choses se portent bien. Alors, dernière question, parlez-nous de vos canaux digitaux. Oui, les canaux du digital, vous avez par exemple toute une équipe qui est là, qui gère les canaux des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et ensuite, vous avez
YouTube et tant d'autres. Ce sont en fait ces canaux-là qui sont gérés par toute une équipe qui partage des contenus tous les jours, que ce soit des contenus organiques, des posts organiques, que ce soit par exemple des posts qui parlent de matchs spécifiques, et des posts ou bien des quiz organisés. Tous les jeudis, par exemple, ils organisent un quiz, par exemple, pour offrir des free bets, des bonus de paris gratuits aux heureux gagnants des quiz. Les quiz portent, par exemple, sur un match spécifique, d'accord? Ça peut porter sur un joueur, ça peut porter sur n'importe quoi, de manière générale, le sport. Histoire, par exemple, de créer un engouement autour de la plateforme et autour du réseau social, la page Facebook de Yellowbet. Alors, c'est pour découvrir et pouvoir bénéficier de plein d'actions, parce que même la Bet Champion, elle est publiée sur la page Facebook de Yellowbet. Donc, les gens, s'ils veulent découvrir quelque chose, peuvent aller sur la page Facebook de Yellowbet et comprendre un peu les mécanismes de fonctionnement de cette promo et pouvoir aussi utiliser. Il y a des liens de redirection, par exemple, qui sont tout le temps partagés. Ils peuvent cliquer dessus et aller sur la plateforme directement et voir l'offre spécifique, pas forcément le générique. Quand vous allez sur le www.yellowbet.com.gn, c'est le générique que vous allez retrouver. Mais lorsque vous allez sur un lien spécifique, ça vous renvoie directement sur la promo spécifique dont on parle. Et à partir de là, vous pouvez comprendre les contenus de cette promo et tant d'autres. Et l'équipe travaille avec des influenceurs aussi, qui aussi travaillent à publier des contenus tous les jours, n'est-ce pas? Oui, je vois quelques vidéos. Ouais, quelques vidéos de contenu, des influenceurs, par exemple, des sketchs qu'ils font. D'accord, histoire de relayer davantage les informations concernant Yellowbet, concernant les offres promotionnelles que nous avons, concernant en fait tout ce que nous faisons comme en fait action à Yellowbet. Donc au-delà de ça, vous avez aussi le service client qui aussi participe en grande partie, n'est-ce pas, à la rétention à travers les requêtes qu'ils reçoivent et qu'ils remontent au niveau technique, histoire de soulager un peu les problématiques de la clientèle et les actions, bien sûr, qui concourent à les satisfaire davantage. Alors, merci, M. Sow. Ah, vous nous avez laissé quelques minutes à gratter. Merci beaucoup. Ça nous fait sourire. Hein. Merci. On espère vous retrouver rapidement pour d'autres questions. On va parler de Yellowbet, des promos et tout ça. Le jeudi, dans l'émission World Sport, animée par Amadou Mazor Diallo. On va continuer football. Je vous avais dit qu'on allait parler du BO. C'est le grand jour pour le Ballon d'Or 2024. Un an après le 8e et dernier sacre de Lionel Messi, la plus prestigieuse des distinctions individuelles sera décernée ce lundi soir sur la scène du théâtre du Châtelet. Et cette fois, France Football a tenté de garder le secret. Ainsi, l'heureux élu n'a-t-il pas été mis dans la confidence et devra attendre son nom appelé par les récipiendaires qui, pour succéder à Lionel Messi, Vinicius Junior, favori indiscutable, Rodri, Carvajal et Lautaro Martinez ont-ils une chance? En tout cas, depuis quelques heures, il y a une information qui a fuité, qui est en train de vraiment faire des fous. Il y a aussi AS qui a publié un journal vraiment respecté qui dit que la délégation du Real Madrid ne va plus assister à la cérémonie de remise du Ballon d'Or, ce qui veut dire que Vinicius Junior n'est plus 100% favori pour le Ballon d'Or, Amadou. Mais écoutez, moi je ne suis pas sidéré parce que vous savez, il y a beaucoup d'acteurs de football qui n'ont pas quand même eu confiance à ce trophée Ballon d'Or européen parce que regardez, il y a eu beaucoup de surprises. Même au niveau de ces 30 nominés, j'enlève Guirassy. Quand je parle de Guirassy, d'autres vont penser que de fait que je suis guinéen. Alors là, c'est du vrai raté. Le deuxième meilleur buteur des 5 meilleurs championnats européens ne figure pas parmi les 30 nominés. Mais à un certain moment, mais c'est ça, c'est du n'importe quoi. Le meilleur buteur africain, c'est manque le respect au football africain. Alors ils ont mis quand même Lookman. Lookman, c'est parce qu'il a été finaliste au niveau comment dirais-je, de la dernière. Ça aussi, c'est peut-être plus pareil le BO africain. Voilà, exactement. Ça c'est parce qu'il a été finaliste au niveau de la dernière CAN. Le Ballon d'Or, je pense, le Ballon d'Or est beaucoup individuel par rapport aux critères quand même collectifs. Même si on parle de critères collectifs, voici 2 critères qui évoluent ensemble pour obtenir le Ballon d'Or européen. Il faut être collectivement bon avec ton équipe. Et deuxièmement, individuellement, il faut se démarquer sur le continent africain. Bon,
Individuellement, Lookman ne s'est pas démarqué. Le continent africain, c'est Guirassy qui coiffe. Donc, ce sont des signes précurseurs qui nous montrent que ce ballon d'or n'est pas crédible. On a vu la réaction de José Mourinho qui, lui, il n'est jamais d'accord avec le ballon d'or. Il y a tellement de ratés. Ils ont attribué des trophées à des personnes où ils sont passés à côté. Ça, c'est non. Et deuxièmement, les gens doivent savoir quelque chose. Le ballon d'or, ce sont des votes. Il n'y a pas de logique. C'est des votes, c'est une décision. L'autre fois, on a invité le doyen Bachoussa ici, qui nous a retiré. En Guinée, a perdu le ballon d'or africain parce qu'un journaliste guinéen n'a pas voté pour lui. Ce sont des votes. Ce n'est pas quelque chose qui est logique, ce n'est pas quelque chose qui est réel, c'est purement perso, ce sont des sondages, ce sont des votes. Pour vous, le ballon d'or a perdu en sa valeur. Le ballon d'or a perdu sa valeur. Si les gens arrivent à comprendre comment on obtient le ballon d'or, ils ne vont pas quand même se casser la tête. Ce sont des votes. C'est comme dit toi et moi, on vote. Bon, ça peut être que moi, je ne supporte pas le Real, je suis votant. J'aime ma voix, mais je mise sur autre joueur. Ou bien je n'aime pas tel joueur, je mise sur autre joueur. Ce n'est pas quelque chose qui est logique, ce n'est pas quelque chose qui est palpable. Sinon, si c'était une machine qui était en place, c'était programmé, on introduit les valeurs, les résultats de chaque joueur sur le plan collectif et sur le plan individuel. Vous allez voir le résultat de la machine. Donc pour vous, Vinicius le mérite. Vinicius le mérite, amplement, individuellement. Il s'est démarqué. Aujourd'hui, le Real sans Vinicius, c'est autre chose. On a vu depuis le départ de Kylian Mbappé, il y a eu Bellingham, il y a eu tant d'autres. Vinicius, tu peux lui reprocher beaucoup de choses, mais dans les grands matchs, il a été décisif. Statistiquement, c'est un joueur qui a la hauteur aujourd'hui par rapport aux autres joueurs. Je ne comprends pas quels sont les critères de ce ballon d'or aujourd'hui. Tu vois Vinicius en équipe nationale. Il est démarqué, il se démarque. En club aussi, il est là. Ces derniers temps, on a vu, il te plante des buts. Pas la qualité, mais aussi la quantité. Pour moi, aujourd'hui, le ballon d'or, c'est du n'importe quoi. Je vous ai vu grincher là. Vous n'êtes pas d'accord avec Amadou. C'est une douche blanche pour les Madridistas qui pensaient au moins se consoler avec ce ballon d'or là. Et de l'autre côté, avec l'analyse de Amadou, vous n'êtes pas du tout d'accord. Non, pour moi, c'est, disons, ce n'est pas réaliste de l'affirmer comme ça. Pour revenir au Real, pour moi, si les informations sont confirmées, le Real serait un mauvais perdant. Je crois qu'en 2018, ils ont tout fait pour que Modric ait un ballon d'or. Ils ont usé de la même campagne pour que Modric soit ballon d'or devant d'autres joueurs qui plus ou moins le méritaient. Encore une fois, quand il s'agit de vote, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et le gagnant, tu peux ne pas l'aimer, mais il fait partie des favoris. Ça a toujours été comme ça. Pourquoi on décline un trio de tête? Parfois même, on décline les 5 meilleurs. Maintenant, pour revenir à Modric, il a quelques critères qui lui vaut. Non, pas Modric, je vais dire Vinicius. Je vais dire Vinicius. Il a quelques critères qui lui vaut en tout cas d'être classé dans le top 3 ou dans le top 5. S'il avait été ballon d'or, ça n'aurait pas été un scandale. Par contre, le ballon d'or de cette année sera le ballon d'or le plus disputé. Voilà pourquoi, j'imagine, France Football n'a pas voulu dévoiler de nom. Parce qu'il y a 3 ou 4 qui méritent le ballon d'or et donc, si l'un d'entre eux gagne, ça ne serait pas un scandale. Modric, Carvajal, Rodri, le nom de et Modric même qui revient à chaque fois. Modric, j'ai commencé par lui, je veux parler de Vinicius. Donc les 4 là, peu importe le vainqueur, pour moi, ça ne serait pas un scandale. Maintenant, chacun a sa préférence. Si c'était moi, j'allais avoir tel trio. Si c'était toi, ainsi de suite. C'est tout ce qu'on comptabilise pour sortir le ballon d'or. Il y a 3 critères fondamentaux sur lesquels il se base. Les apports individuels. Sur cet aspect, Vinicius est l'un des tout meilleurs, si ce n'est le meilleur. Maintenant, statistiquement, je crois qu'il y a un Lautaro qui peut être devant lui, il y en a d'autres attaquants qui sont devant lui. Maintenant, pour ce qui est des performances collectives, naturellement, sur ce cap, Carvajal peut être devant lui et Rodri, ils peuvent se discuter. Maintenant, son seul bémol à ce niveau pour moi, c'est la Copa. Non seulement il n'a pas été performant, mais il a aussi écopé d'un carton rouge qui n'honore pas un footballeur de son rang. Et puis pour finir, il y a la classe et le fair play. Et nous sommes tous d'accord ici, en tout cas la majorité est d'accord, qu'il n'a pas le fair play nécessaire et qu'il n'a pas la classe d'un ballon d'or. Il est trop véhément envers les arbitres, il est trop provocateur. Et sur ces 3 critères, je crois que c'est discutable. Et peu importe le vainqueur parmi les 4, pour moi c'est mérité. Je pense que vous vous êtes fait comprendre. Alors, Passy, rapidement, on n'a plus le temps, on n'a qu'1 minute. Mazor, pour lui, Vinicius le mérite. Jean, pour lui, Vinicius ne le mérite pas. Pour vous, rapidement, qui le mérite ce BO? Moi, je dirais que Vinicius a été trop monstrueux sur cette saison. Sur la saison dernière, disons, dans tous les titres que le Real a pu remporter, il a été vraiment décisif. Décisif parce qu'il s'est démarqué d'abord individuellement, est-ce qu'il l'envoie en haut du tableau.
Et ce Graal lui permettrait en tout cas de se mettre en confiance, de rester dans le foot européen. Je crois que c'est le rêve d'un gamin qui est brisé encore une fois, qui a eu toutes les propositions d'aller en Arabie Saoudite pour changer toute sa vie. Mais il a préféré rester en Europe pour vraiment avoir ce titre de Ballon d'Or que certains Brésiliens n'ont pas eu, même s'ils ont été époustouflants pendant des années. Mais si cette structure France Football brise le rêve d'un joueur qui voulait vraiment tout avoir en termes de récompense individuelle, je crois que c'est une insulte. Une insulte parce que voilà, il n'encourage pas l'excellence. On s'arrête là. Merci Amadou d'avoir été avec nous. Merci. Merci Jean. Merci Hassan, merci à tous. Merci Passy. Merci. Merci Monsieur Sow d'avoir été avec nous. On vous attend le jeudi. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir regardés sur CanalSat numéro 249 sur Star Times et aussi sur l'ensemble de notre réseau synchronisé, groupe Kavi Media, Kavi TV, siaminfo.com et sur notre application disponible sur iOS et surtout sur Play Store. On se retrouve très rapidement jeudi dans l'émission World Sport.